Bonjour, bienvenue à cette capsule qui va traiter des types de réactions chimiques. Donc, on va voir différents types de réactions cette session-ci. La capsule actuelle va vous présenter un peu c'est quoi les grandes lignes, donc les idées générales derrière ces réactions-là et comment les balancer. Donc, cette session-ci, il y a un seul type de balancement qu'on va voir, c'est le balancement par tâtonnement que vous avez déjà fait au secondaire. Donc, tâtonnement veut dire un peu essai-erreur, là. On essaie d'avoir le même nombre d'atomes de chaque type, de chaque côté. Donc, même nombre de carbone de chaque côté, même nombre d'oxygène, même nombre d'hydrogène, etc. Donc, je vais vous présenter quand même les grandes lignes des réactions qu'on va utiliser cette session-ci. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, type de réaction chimique. On n'est pas encore vraiment dans une section, on n'est pas dans une section spécifique du manuel, là. Donc, c'est vraiment comme une généralité par rapport aux réactions en général. Enfin. Donc, lorsqu'on parle de stoichiométrie, donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous en avez déjà fait au secondaire. Donc, la stoichiométrie, c'est la science qui mesure les proportions quantitatives ou rapports de masse dans lesquels les éléments chimiques sont impliqués. Donc, dans le fond, on apprend à travailler avec les équations chimiques, donc à les utiliser, donc soit avec des millilitres, avec des grammes, avec des moles. Donc, la stoichiométrie englobe tout ce qui entoure les réactions chimiques. Donc, on va mesurer des proportions et on doit toujours s'assurer que ce qui est au début de votre réaction, donc les réactifs, se retrouve dans les produits à la fin. Donc, le célèbre rien ne se perd, rien ne se crée, là, vient s'appliquer parfaitement en stoichiométrie. Les types de réactions chimiques qu'on va voir cette session-ci, il y en a 4. Il y en a sur lesquels on va moins insister. La première, réaction de combustion, que vous avez peut-être déjà vue au secondaire. On va y revenir rapidement. Les réactions de précipitation qui vont être importantes cette session-ci, notamment dans le chapitre 6, sur lesquels on va faire beaucoup de précipitation. Les réactions acido-basiques, qui est la grosse partie de la session, là. Donc, les réactions acido-basiques sont vraiment essentielles cette session-ci. Et les réactions d'oxydoréduction, on va juste faire une petite présentation aujourd'hui. On va y revenir un petit peu à la fin de la session, dans le chapitre 8, mais ça va surtout être des réactions qui vont être traitées au début du cours de chimie générale. Donc, ce qui est vraiment plus important là, pour nous cette session-ci, c'est les réactions B et C, là, précipitation et surtout, acido-basique. Donc, je vous rappelle que la capsule actuelle, c'est vraiment juste une introduction, donc une petite présentation à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, premier type, réaction de combustion. On ne fera pas beaucoup d'exemples parce que ce n'est pas tellement difficile, là. Je pense que vous allez comprendre l'idée assez vite. Donc, en présence de dioxygène, donc de O2, un composé organique. Donc, organique veut dire qu'il contient du carbone, d'hydrogène, oxygène. Donc, en présence de O2, le composé organique va libérer du CO2 et du H2O. Donc, vous avez la réaction aussi générale. Vous avez un composé organique quelconque. C'est pour ça que j'ai mis des X, Y, Z, là. Donc, contient carbone, hydrogène, oxygène. Ce composé-là organique, en présence de O2, va se décomposer en CO2 gazeux et en H2O gazeux. Donc, ça, c'est la réaction générale de combustion. Donc, souvent, il va y avoir dégagement de chaleur, là. Donc, combustion, on le fait souvent là, dans les voitures, c'est ce qu'on a. Lorsque vous faites cuire du barbecue, c'est ce qu'on a. Donc, les réactions de combustion sont très utilisées dans la vie courante. Donc, on va faire un exemple. Donc, toutes ces équations-là de combustion vont toujours être balancées par tâtonnement. Donc, tâtonnement veut dire essai-erreur. Donc, on essaie d'avoir le même nombre d'atomes de chaque côté. Donc, même nombre de carbone de chaque côté, même nombre d'hydrogène de chaque côté, même nombre d'oxygène de chaque côté. Donc, vous avez un premier exemple ici. Vous avez du C4H10O3 en présence de O2 va vous donner du CO2 plus H2O. Donc, c'est une réaction de combustion. Cette réaction-là n'est pas balancée. Donc, vous voyez que vous avez 4 carbones à gauche, vous en avez 1 à droite, vous avez 10 hydrogènes à gauche, vous en avez 2 à droite, vous avez 5 oxygènes à gauche, vous en avez 3 à droite. Donc, cette réaction-là, il faut la balancer par essai-erreur. Donc, un des trucs que vous avez lorsque vous avez des réactions de combustion, commencez par le carbone.
Donc, vous avez 4 carbones à gauche, vous en mettez 4 à droite. Ensuite, balancez les hydrogènes. Donc, 10 à gauche ici. Ça va vous prendre 5 H2O. Et vous terminez par le O2. Donc, carbone en premier, hydrogène en deuxième. Et vous terminez par les oxygènes. Donc, c'est ce que ça vous donne ici. Donc, c'est ce que j'ai dit. 4 carbones, j'ai mis mon 4 là. Hydrogène, j'en ai 10. Donc, 5 fois 2. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on balance une réaction, là, on ne peut jamais, jamais modifier les indices qui sont ici. Donc, dans l'équilibrage par tâtonnement, il faut garder les indices. Les seules choses qui changent, ce sont les coefficients stoichiométriques qu'on met devant les composés. Et on finit par balancer les oxygènes. Donc, on voit qu'on a 8 oxygènes plus 5, donc 13 oxygènes. J'en ai déjà 3 ici, donc il m'en manque 10. Donc, on fait 5 fois 2 ici. Donc, vous avez le bilan. Donc, du côté des réactifs, j'ai 4 carbones, 10 hydrogènes, 13 oxygènes. Du côté des produits, 4 carbones, 10 hydrogènes, 13 oxygènes. Donc, cette réaction-là est balancée. Donc, ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on a une réaction de combustion. Donc, ce type de réaction-là ne sera pas tellement utilisé cette session-ci. On va le revoir en chimie générale lorsqu'on va faire l'analyse élémentaire. On s'en reparlera à ce moment-là. Deuxième type de réaction qui est plus importante pour nous, les réactions de précipitation. Donc, on se rappelle que précipitation veut dire que vous formez un solide, un ou plusieurs solides, lorsque vous mettez deux solutions ensemble. Souvent, ça va être des solutions aqueuses. Donc, c'est ce qu'on indique ici. C'est une réaction qui provoque un précipité lorsqu'on mélange deux solutions ensemble. Et ces réactions-là vont aussi être balancées par tâtonnement. Par contre, avant de faire le tâtonnement, on va voir qu'on doit faire une petite passe-passe. Donc, il faut faire une permutation. Donc, vous avez un exemple ici de réaction de précipitation. Comment on sait que c'est une précipitation? Mais vous avez deux solutions aqueuses qui donnent un solide. Donc, c'est lui votre précipité. Si on fait un peu de nomenclature, donc vous avez du chromate de potassium qu'on fait réagir avec du nitrate de barium pour donner du chromate de barium et du nitrate de potassium. Donc, balancé par tâtonnement. Donc, j'ai mis un 2 ici, étant donné que j'avais déjà un CrO4, un barium, 2 potassium. Il me manquait 2 potassium. Et j'avais 2 nitrates ici. Il me manquait ici. Donc, il fallait que je rajoute un 2. Donc, ce type de réaction-là, on les fait par tâtonnement. Chose importante, je vais en parler dans les prochaines diapositives, ces réactions-là fonctionnent par ce qu'on appelle permutation des anions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, permutation des anions? On prend la partie négative du premier réactif, on prend la partie négative du deuxième réactif, puis on les échange. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là. Donc, on voit que la partie négative, qui est le chromate, qui était au départ avec le potassium, va se retrouver de l'autre côté avec le barium. Et même chose, la partie négative du barium, qui était le nitrate, va se retrouver avec le potassium de l'autre côté. Donc, ces types de réactions-là, les réactions de précipitation, fonctionnent par ce qu'on appelle permutation des anions. Donc, on va y revenir. Pour savoir ce qui précipite, vous avez dans votre manuel à la page 18 un tableau avec différentes règles. Ces règles-là, vous n'êtes pas obligé de les regarder, dans le fond, de les apprendre par cœur. Vous les avez sous votre nez, donc sinon, on va vous les donner dans un examen. Donc, vous avez la première règle, la plupart des nitrates sont solubles dans l'eau. Donc, comme on dit la plupart, ça veut dire que ce n'est pas tous les nitrates, là, mais la plupart des nitrates vont être solubles dans l'eau. On se rappelle que nitrate, c'est NO3-. On vous dit que la plupart des sels qui contiennent les alcalins, donc sodium, potassium, etc., sont solubles aussi dans l'eau. Donc, ça peut être magnésium, donc alcalin, alcalino-terreux. La plupart des sels qui contiennent l'ion ammonium, donc NH4+, sont solubles. La plupart des chlorures, bromures, iodures sont solubles, sauf Ag+, Pb2+, Ag2+, etc. La plupart des sulfates, donc SO4, sont solubles, sauf BaSO4, PbSO4, Ag2SO4, CaSO4. Et on vous dit que la plupart des hydroxydes ne sont que partiellement solubles, sauf NaOH et CaOH2 qui sont très solubles. Et dernière règle, les sulfures, les carbonates et les phosphates ne sont que partiellement solubles. Donc, vous avez une série de règles qui ne sont pas à savoir du tout par cœur. Dans un exercice ou dans un examen, on va vous dire on observe la précipitation de
exemple CaSO4, où on observe la précipitation de tel produit. Donc, ces règles-là ne sont pas du tout à savoir par cœur. Vous pouvez les avoir en avant de vous là, pour vous aider si vous voulez, mais ce n'est vraiment pas une priorité des savoirs. Donc, si on continue, donc c'est ce que je vous ai mentionné tantôt, ces réactions fonctionnent par permutation des anions. Donc, vous avez un exemple ici. Vous avez une réaction entre deux solutions aqueuses, donc hydroxyde de potassium et nitrate de fer 3. Dans un problème, on vous dirait que c'est une réaction de précipitation, donc vous n'avez pas à deviner que c'est de la précipitation, là. On vous dirait. Et on vous demande de compléter cette réaction-là et de l'équilibrer. Donc, permutation des anions, comme j'ai mentionné tantôt, ça veut dire que l'anion qui est ici, le OH-, avec le NO3- qui est ici, vont s'échanger de métal. Donc, le potassium va se retrouver avec le nitrate et le fer va se retrouver avec le OH. C'est ce que je marque ici. Donc, les parties négatives, on va les échanger pour former les produits. Chose super, super, super importante que vous allez probablement oublier les premières fois. Vous devez tenir compte des charges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, votre potassium, il est plus 1. On se rappelle que c'est un alcalin, donc il est toujours plus 1. Le OH, on se rappelle que lui est toujours moins 1. Donc, c'est un des ions qu'on doit connaître par cœur. Le nitrate, lui, on sait, je me suis par lequel j'ai commencé par le fer. Donc, le nitrate, on se rappelle qu'il est moins 1. Vous en avez 3, donc ce qui vous fait un total de moins 3. Donc, ça veut dire que le fer, ici, il est plus 3. C'est ce que j'ai mentionné. Le nitrate est moins 1. Lorsque vous faites la permutation, il faut tenir compte de ces charges-là. Donc, vous ne pouvez pas mettre du fer plus 3 avec du fer moins 1, avec de l'oxygène, voyons, je recommence. Du fer plus 3 avec du OH moins 1 sans changer quelque chose parce que ça ne donnera pas 0. Il faut toujours que le total du composé vous donne 0. Vous le voyez ici, là, plus 1 moins 1, ça fait 0. Plus 3 plus moins 1 fois 3, ce qui fait aussi 0 ici. Donc, les composés, lorsque vous additionnez l'ensemble de vos degrés d'oxydation ou de vos charges, il faut que ça donne 0. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Donc, pour l'instant, j'ai juste fait la permutation. Donc, on voit que mon nitrate se retrouve avec mon potassium. Donc, je l'ai envoyé de l'autre côté. Et mon OH se retrouve avec le fer. Donc, j'ai fait la permutation des anions ici. Vous le voyez en rouge. Maintenant, il faut regarder les charges. Potassium, OK, les charges qui sont ici, là, du côté des réactifs, ils ne changent pas là, du côté des produits. Ils restent les mêmes. Donc, potassium est toujours plus 1. Nitrate est toujours moins 1. Donc, vous voyez le total, ça fait 0. Donc, lui est correct. Le fer qui était plus 3 reste plus 3. Le OH qui était moins 1 reste moins 1. Donc, vous voyez que le total, ça ne fait pas 0. Ça fait plus 2. Donc, plus 3 moins 1, ça fait plus 2. Avant de commencer à balancer par tâtonnement, vous devez vous organiser pour que l'ensemble des produits vous donne 0. Donc, dans ce cas-ci, KNO3, on est correct. Lui ici ne donne pas 0. Donc, là, vous avez le droit de changer le petit indice pour lui pour que le total donne 0. Donc, on va mettre 3OH- pour que ça compense pour le Fe3+. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, vous voyez, fer 3+, et 3 fois moins 1, ce qui fait un total de 0. Donc, c'est l'étape que vous devez faire lorsque vous avez une réaction de précipitation. Donc, permutez vos anions. Assurez-vous que vos charges donnent 0 au total. Si ça ne donne pas 0, bien, ajustez les indices pour que le total donne 0 pour chacun des composés. Une fois que ça c'est fait, là, vous pouvez balancer par tâtonnement. Donc, vous voyez, là, j'ai réécrit la même équation. Là. Mon fer est rendu avec les 3 OH. On balance par tâtonnement. J'ai un potassium, j'en ai un. J'ai un OH, j'en ai 3, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Un fer. J'ai 3 nitrates, j'en ai juste un ici, donc quelque chose qui ne marche pas. Donc, on fait essai-erreur pour balancer l'équation, ce qui nous donne ça ici. Donc, j'ai mis un 3 en avant de KOH et j'ai mis un 3 en avant de KNO3, de sorte que j'ai 3 potassium, 3 potassium, 3 OH, 3 OH, un fer et 3 NO3 et 3 fois NO3 ici. Donc, lorsqu'on fait le bilan, vous avez le tableau ici. J'ai 3 potassium de chaque côté
12 oxygènes de chaque côté. J'en ai 3 ici, plus 3 fois 3, ça fait 9, plus 3, 12. 3 hydrogènes de chaque côté, un fer de chaque côté et 3 atomes d'azote de chaque côté. Donc, 3 fois 1 et 3 fois 1 qui est là. Donc ça, c'est la méthode pour balancer votre réaction de précipitation. Donc, on permute les anions, on s'assure que les charges sont respectées, on met des indices pour que chacun des composés soit zéro et on termine en balançant par tâtonnement. Pour savoir maintenant lequel va précipiter, donc on savait qu'au début c'était aqueux. On ne sait pas si c'est le KNO3 qui va précipiter, le hydroxyde de fer 3 qui va précipiter, ou peut-être même les deux qui vont précipiter. Donc, dans un exercice, ça vous serait déjà expliqué, déjà donné. Pour l'instant, je vous montre juste dans le tableau. On vous dit que les nitrates sont solubles et on vous dit que les hydroxydes ne sont que partiellement solubles. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas très solubles en général, sauf NaOH et CaOH2. Donc, si on revient ici, comme les nitrates sont solubles et que les hydroxydes sont partiellement solubles, il y a de fortes probabilités que ce soit le FeOH3 qui soit notre précipité. Mais encore une fois, là, pas de panique. Dans un exercice ou dans un examen, là, ça serait donné de dire on observe la précipitation d'hydroxyde de fer 3. Donc, ça serait aussi clair que ça. Donc, ça, c'est les réactions de précipitation. Donc, vous avez l'équation balancée avec les états physiques. Troisième type de réaction, les réactions acido-basiques, donc qui sont super, super, super importantes cette session-ci. Pour le moment, on va se concentrer sur une des théories. Il en existe plusieurs concernant les acides et les bases. Donc, on va se concentrer pour le moment sur la théorie d'Arrhenius. Donc, théorie d'Arrhenius qui est celle que vous avez vue au secondaire, probablement. Donc, un acide, c'est quoi? C'est une substance qui donne ou qui libère des H+. Donc, vous en connaissez, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, etc. Là. Donc, vous connaissez déjà les acides. C'est des substances qui donnent des H+. Dans cette théorie-là, les bases, c'est quoi? C'est des substances qui donnent des OH-. Donc, exemple, NaOH, KOH, LiOH, donc tout ce qui contient l'ion OH-. Lorsqu'on va balancer ces réactions-là, la réaction générale va être la suivante. Votre acide avec votre base, lorsque vous allez les mettre ensemble, ça va vous donner de l'eau, H2O, plus un sel. Donc, souvent, l'acide et la base sont aqueux, là, je ne l'ai pas mis. Donc, souvent, acide aqueux, base aqueux, H2O liquide, et va te donner un sel qui va souvent être aqueux, mais des fois, il peut être solide. Donc, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est la réaction générale. Acide plus base donne eau plus sel. Donc, on a vu déjà dans une capsule précédente, c'est quoi un sel? Je vais juste le rappeler. Donc, un sel, ça peut être un métal plus un non-métal. Donc, l'exemple classique, c'est NaCl, donc chlorure de sodium. Un sel, ça peut être un métal plus un anion polyatomique. Donc, exemple, LiNO3, donc Li qui est un métal, NO3 qui est un anion polyatomique. Ça peut être un cation polyatomique avec un non-métal. Donc, exemple, bromure d'ammonium, donc ammonium qui est un cation polyatomique, Br qui est un non-métal. Et ça peut finalement être un cation polyatomique avec un anion polyatomique. Donc, exemple, sulfate d'ammonium, donc NH4 qui est un cation polyatomique, sulfate qui est un anion polyatomique. Donc, ça, on a déjà vu ça dans le cadre, je pense, de la nomenclature. Donc, lorsque vous avez votre réaction acido-basique, donc l'acide plus la base va toujours donner de l'eau, plus une de ces possibilités-là. Donc, un de ces sels-là, métal, non-métal, métal, anion polyatomique, cation polyatomique, non-métal, et cation polyatomique, anion polyatomique. Donc, on fait un premier exemple. Donc, vous avez un acide qu'on appelle l'acide cyanhydrique, qui est en rouge, qu'on fait réagir avec l'hydroxyde de calcium, qui est en bleu. Donc, vous voyez bien que c'est une réaction d'un acide avec une base. Donc, vous voyez qu'il y a l'ion OH-. Donc, lorsqu'on fait réagir avec un acide avec une base, on sait que ça donne de l'eau plus un sel. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, lorsque vous balancez votre équation, la première étape, c'est de déterminer c'est quoi la formule du sel. Donc, ce qui est en vert ici. Lorsque vous mettez de l'eau ici, nécessairement, vous avez capté le H+ qui était là, donc le H du HCN, et le OH du COH2. Donc, tout ce qui est H puis OH se retrouve dans votre H2O.
Tout le reste va se retrouver dans le sel. Donc, dans ce cas-ci, le CN et le CA vont se retrouver dans votre sel qui est en vert. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici, là. Donc, tout ce qui est HOH se retrouve dans l'eau et CN et CA, dans ce cas-ci, vont se retrouver dans le sel. Comme ça. Encore une fois, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les charges du sel ne sont pas corrigées parce qu'on sait que le calcium, je pense que je l'ai marqué après, le calcium il est plus 2. Donc, je marque ici, important à tenir compte des charges. Calcium qui est plus 2, donc c'est un alkèle terreux. Et le CN, vous savez déjà que c'est un ion qui est CN-. Donc, vous voyez que le total ici ne donne pas 0. Ça donne plus 1. Donc, avant de balancer la réaction complète, vous devez vous organiser pour que le sel ici soit à 0. Donc, que la somme des charges vous donne 0, de sorte que vous allez mettre 2 fois le CN pour que le total donne 0. Donc, votre composé, ça va être du CaCN2. Donc, c'est ça. Donc, première étape, là, bon, en tout cas, une des étapes, acide plus base donne de l'eau plus un sel. Votre sel, vous devez vous organiser pour que les charges s'annulent, pour que ça donne un 0. Ensuite, vous balancez par tâtonnement. Donc, vous équilibrez les H, les OH, les CA, les CN. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, vous voyez que vous avez un CN, vous en avez 2 de l'autre côté. Donc, ça va probablement prendre 2 HCN. Vous avez un CA, vous avez un CA là, donc ça devrait être correct. Et petit truc, terminez toujours par balancer les molécules d'eau. C'est toujours plus facile lorsque vous les faites à la fin. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, 2HCN plus CaOH2 donne 2H2O plus CaCN2. Autre truc que je peux peut-être vous donner, là, ça sera à vérifier à chaque fois. Mais souvent, pas toujours, mais souvent, le chiffre qui est en avant du premier réactif multiplié par le chiffre du deuxième réactif, souvent, ça vous donne le nombre de molécules d'eau. Dans ce cas-ci, 2 fois 1 va vous donner votre 2 qui est ici. Donc, encore une fois, ça fonctionne souvent, mais pas toujours. Donc, prenez pas ça pour une règle universelle sans vérifier, là. Donc, vous pouvez l'essayer. Vous verrez cas par cas si ça fonctionne ou pas. Donc, l'équation maintenant est balancée. On peut faire le bilan. Vous avez 2 carbones de chaque côté. Vous avez 4 hydrogènes, donc 2 ici, 2 là. Vous en avez 2, 4 là. 2 oxygènes de chaque côté. Un calcium de chaque côté. Et 2 atomes d'azote de chaque côté aussi. Donc, ma réaction est balancée. Donc, rappel rapide là, pour réaction acido-basique. L'acide plus de l'eau, l'acide plus une base, ça donne de l'eau plus un sel. Votre sel, assurez-vous d'équilibrer les charges pour que le total donne 0. Et ensuite, on balance par tâtonnement. Réaction d'oxydoréduction, donc c'est une introduction. Vous n'aurez pas à faire tout ce que je vais vous montrer là aujourd'hui. C'est juste que je trouvais ça plate en chimie des solutions de dire voici une réaction d'oxydoréduction sans savoir c'est quoi. Donc, ça se peut que vous trouviez ça un petit peu ardu. Faites-vous-en pas, vous n'aurez pas à faire l'exercice que je vais vous montrer là. Ça va être plus en chimie générale que vous allez faire ça. Mais quand même, juste comprendre un peu c'est quoi le principe, là, sans aller dans le détail, ça serait déjà bien. Donc, cassez-vous pas la tête si vous ne comprenez pas parfaitement ce que je vais vous montrer là. Donc, qu'est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une réaction dans laquelle il y a un transfert d'électrons entre les atomes. Donc, il y a des atomes qui vont gagner des électrons. Il y a des atomes qui vont perdre des électrons, donc ils vont s'échanger des électrons. Donc, c'est ce qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Nous allons ici vous faire une brève introduction. Les concepts vont être vus très en détail en chimie générale. Donc, pour l'instant, c'est vraiment d'avoir une vague idée de ce que peut être une réaction d'oxydoréduction. Donc, ces réactions-là vont toujours se faire en présence d'acide ou de base. On va en faire cette session-ci au laboratoire. Donc, on va toujours rajouter une certaine quantité d'acide, une certaine quantité de base. Pour l'instant, on ne sait pas, on ne vous dira pas trop pourquoi. Vous allez le comprendre plus la session prochaine. Mais toujours savoir que ces réactions-là, il faut toujours mettre un acide ou une base, sinon ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'on va faire des réactions d'oxydoréduction, on va donner un degré d'oxydation, donc une charge à chacun des atomes de la réaction. Donc, même si vous avez 15 composés dans votre réaction, on va prendre atome par atome et on va regarder c'est quoi son degré d'oxydation.
Donc, c'est l'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui, que vous n'aurez pas à faire cette session-ci, mais que je trouvais important quand même de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Et on va se concentrer sur les atomes qui vont changer de degré d'oxydation. Donc, c'est ces atomes-là qui vont être les facteurs importants de l'oxydoréduction. Oups, mais ça ne devrait pas apparaître tout de suite. Je vais juste... Enfin, je vais laisser là pour la capsule est commencée. Donc, vous avez un exemple ici de réaction. Donc, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 composés. On peut les nommer. Donc, permanganate de sodium, nitrite de sodium, de l'eau, oxyde de manganèse 4, nitrite de sodium et hydroxyde de sodium. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est attribuer à chacun des atomes un degré d'oxydation, donc une charge. Et pour attribuer des charges, vous vous fiez à ce que vous connaissez déjà. Donc, vous savez que l'hydrogène, c'est plus 1. L'oxygène, c'est moins 2. Les alcalins sont plus 1. Donc, tout ce qu'on a vu dans la nomenclature, vous allez le récupérer ici pour attribuer les degrés d'oxydation. Donc, tu sais, pour savoir que, je peux donner un exemple. Là, ici, vous savez que c'est de l'oxyde de manganèse. Pour savoir c'est quoi le degré d'oxydation du manganèse, bien, vous savez que l'oxygène, c'est moins 2. Vous en avez 2, ce qui fait moins 4. Donc, on peut déduire que c'est du manganèse plus 4. Donc, c'est un peu le genre d'exercice qu'on doit faire pour chacun des atomes de la réaction. Donc, on fait pour le premier. Donc, votre sodium qui est un alcalin. Donc, je vous invite à regarder le tableau périodique en même temps. Donc, sodium qui est toujours plus 1. On a vu dans la nomenclature que l'oxygène est toujours moins 2. Et il faut que le total ici donne 0. Donc, quel exercice on va faire? Donc, vous savez que vous avez un sodium plus 1, donc plus 1 fois 1, plus lui que vous ne connaissez pas, plus l'oxygène qui est moins 2, mais vous en avez 4. Donc, sodium plus 1 fois 1, plus quelque chose que vous ne connaissez pas, plus moins 2 fois 4. Il faut que ça vous donne 0. Et ça va vous permettre de trouver l'état d'oxydation ou le degré d'oxydation du métal ici. Donc, dans ce cas-ci, le manganèse, donc vous faites un peu d'algèbre, ça vous donne du manganèse plus 7. Donc, vous aviez un exercice comme ça à faire à la fin de la nomenclature. Là. C'est un peu à ça que ça vous sert. Même exercice pour le NaNO2. Donc, on sait que le sodium il est plus 1. L'oxygène est moins 2. Il faut que le total donne 0. Donc, vous avez un sodium à plus 1, plus l'azote, on n'est pas trop sûr c'est quoi. L'oxygène, vous savez que c'est moins 2, vous en avez 2. Il faut que le total donne 0. Donc, par déduction, on voit que l'azote, vaut plus 3. Ça donne 0. Donc, plus 1 fois 1, plus 3, moins 2 fois 2 fait 0. H2O, bon, on sait que l'hydrogène, c'est plus 1, l'oxygène, c'est moins 2. Vous avez 2 hydrogènes, ce qui fait plus 2, moins 2. Donc, le total ici fait 0. MnO2, donc on sait que l'oxygène, c'est moins 2. On veut que le total donne 0. Vous avez 2 oxygènes, donc le manganèse qu'on ne sait pas, plus moins 2 fois 2. Donc, moins 2 fois 2, il faut que ça donne 0. Donc, dans ce cas-ci, le manganèse vaut plus 4. NaNO3, le sodium, on sait que c'est toujours plus 1, c'est un alcalin. L'oxygène, il est moins 2. Il faut que le total donne 0. Donc, tenir compte du fait qu'on a 3 oxygènes, on cherche l'azote. Donc, plus 1 fois 1 pour le sodium, plus l'azote qu'on ne connaît pas, moins 2 pour l'oxygène fois 3, parce que vous en avez 3, il faut que ça donne 0. On y va par déduction, ça vous donne plus 5. NaOH, donc le total donne 0, mais le sodium, vous savez que c'est plus 1, l'oxygène moins 2, l'hydrogène plus 1, donc plus 1, moins 2, plus 1, vous voyez que ça fait déjà 0. Donc ça, c'est lorsqu'on fait de l'oxydoréduction, on attribue un degré d'oxydation à chacun des atomes de la réaction. Donc encore une fois, je le fais un peu rapidement, là. On va y revenir en chimie générale. Vous voyez que cette réaction-là se fait en milieu basique. Là. Vous voyez, il y a une base qui est ici. Donc vous allez voir, là, lorsque vous avez des réactions d'oxydoréduction, il y a toujours un acide ou une base, soit du côté des réactifs ou du côté des produits. C'est essentiel pour ces réactions-là. Qu'est-ce qui a changé de degré d'oxydation? C'est ça qui nous intéresse dans ce type de réaction-là. Donc, vous voyez que le manganèse passe de plus 7 à plus 4. Donc, on regarde ce qui se passe entre les réactifs et les produits, ce qui a changé. Donc, le manganèse passe de plus 7 à plus 4.
Et vous avez l'azote qui passe de plus 3 à plus 5. Donc, vous voyez qu'il y en a toujours un qui diminue le degré d'oxydation, donc qui va gagner des électrons, et l'autre qui va passer d'un chiffre plus petit à un chiffre plus gros, donc qui va perdre des électrons. Donc, je rappelle que des électrons, c'est négatif. Donc, si vous gagnez quelque chose de négatif, bien, votre chiffre diminue. Donc, c'est ce qui se passe dans le cas du manganèse. Il a gagné, dans ce cas-ci, 2 électrons. Et l'azote, elle a perdu 2 électrons. C'est pour ça qu'elle passe de plus 3 à plus 5. L'oxydation, c'est quoi? Donc, l'oxydation, c'est lorsque son degré d'oxydation augmente. Donc, on passe d'un chiffre plus petit à un chiffre plus gros. Et la réduction, c'est le contraire. On passe d'un chiffre plus gros à un chiffre plus petit. Donc, l'ensemble des deux, c'est ce qu'on appelle l'oxydoréduction. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez que le manganèse passe de plus 7 à plus 4, donc son chiffre diminue, c'est la réduction. Et l'azote passe d'un chiffre plus petit à un chiffre plus gros, donc c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Donc, encore une fois, là, même si c'est un peu obscur, là, même si vous voyez que j'ai passé rapidement, c'est d'avoir un petit peu une vague idée de ce que c'est l'oxydoréduction. Ce qu'on appelle l'oxydant, c'est le réactif de la réduction. Et ce qu'on appelle le réducteur, c'est le réactif de l'oxydation. Donc, c'est toujours un peu confondant, là, parce que c'est le contraire un de l'autre. Donc, oxydant, c'est dans la réduction. Réducteur, c'est dans l'oxydation. Donc, si je reprends ma réaction ici, ce qui fait ma réduction, c'est le Mn ici. C'est le réactif dans lequel il y a le Mn. Donc, celui-là, on va l'appeler l'oxydant, parce que c'est le réactif de la réduction. Et mon réducteur, c'est le réactif de l'oxydation, qui est le NaNO2. Donc, je pense que ça clôt mes capsules pour la présentation des types de réactions. Donc, c'est ce que je marque ici. Là. Dans le cadre du cours, les équations d'oxydoréduction vont toujours soit être balancées ou vous allez les balancer par tâtonnement. Donc, vous n'aurez pas à faire l'exercice que je viens de faire de donner un degré d'oxydation à chacun. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une idée générale de ce que c'est une oxydoréduction. Donc, la capsule est un petit peu longue. Je suis déjà rendu à presque 35 minutes. Donc, c'était la présentation des différents types de réactions. Dans les prochaines capsules, ce qu'on va faire, on va se servir de ces réactions-là, une fois balancées, pour faire des calculs, donc la stoichiométrie, et ce qu'on va appeler des calculs volumétriques, donc des calculs qui impliquent soit des dilutions, donc votre C1V1 est égal à C2V2, des changements d'unité, comme on a vu dans une capsule précédente, travailler avec des moles, avec des grammes, etc. Donc, on va se servir des équations chimiques pour faire des calculs volumétriques. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.